Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 9. Alors, aujourd'hui, on va regarder le risque opérationnel et le risque financier d'une entreprise. Puis par la suite, on va revisiter quelques ratios qu'on a vus la semaine passée en deuxième partie. Donc, les risques qu'on va regarder, c'est le risque opérationnel. Alors, le risque qui est lié aux opérations. Donc, quand on regarde le income statement ou ce qu'on appelle le rapport pas la donc, état des résultats. Alors, les ventes, par la suite, on a les coûts variables et on a les coûts fixes. Les coûts variables, c'est des coûts de marchandises vendues et tous les charges qui sont nécessaires à faire la vente. Alors, tous tes employés. Alors, si on veut savoir si c'est une charge fixe ou une charge variable, imaginez que durant COVID, on est en lockdown, tous les magasins sont fermés. Alors, tous les coûts qui disparaissent, c'est des coûts variables. Et tous les coûts qui restent, c'est des coûts fixes. Donc, le loyer, le chauffage, l'électricité, la charge d'assurance, ça, c'est nos coûts fixes. Et c'est tous des coûts fixes opérationnels liés aux opérations. Par la suite, on a la charge d'amortissement. Alors, on a nos ventes, on a nos coûts variables et on a nos coûts fixes. Par la suite, ça nous donne notre bénéfice avant intérêt, impôt, amortissement. Et on va soustraire la charge d'amortissement et ça, jusqu'à EBIT, c'est opérationnel. La charge d'amortissement, c'est le coût d'usure de toute notre machinerie lourde, de toutes nos immobilisations. Donc, la pharmacie du Rocher, le char de livraison, on avait une charge d'amortissement. Je veux dire, on amortit un édifice. Tout ce qui est amortissable, tous les gros actifs physiques, les immobilisations, property, plant and equipment en anglais. Alors, le coût d'usure, ça, c'est une charge d'amortissement, c'est une charge opérationnelle. Jusqu'à EBIT, on est dans nos opérations. Par la suite, après EBIT, on est dans le financement. On a deux charges fixes de financement et une charge variable de financement. Alors, les deux charges fixes de financement sont la charge d'intérêt et le dividende attribué aux actionnaires préférentiels privilégiés, s'il y en a. Et la charge variable de financement, ben, c'est les impôts. Plus qu'on fait de profit, plus qu'on paye d'impôts. Mais plus qu'on fait de profit, on paye le même dividende privilégié et on paye la même charge d'intérêt. Donc, nous, on va regarder où se trouve le risque lié à nos opérations et où se trouve le risque lié à notre financement. Maintenant, les deux ratios qu'on va voir sont le CLO et le CLF, coefficient de levier opérationnel, coefficient de levier financier. Et c'est la relation entre les charges fixes et les produits. Alors, on va regarder ça pour opérationnel. C'est la relation entre EBIT et les ventes, les produits. Et au financier, c'est la relation entre le bénéfice le earnings per share ou le bénéfice par action ordinaire vis-à-vis EBIT. Et on veut regarder l'importance des coûts fixes. Maintenant, si on regarde Hydro-Québec, je veux dire, Hydro-Québec ont des charges fixes qui sont énormes. Tout le réseau tout le réseau doit être géré. Alors, même s'il n'y a personne qui prend de l'électricité, le réseau doit être géré. Alors, ils ont des charges fixes qui sont très importantes. Les barrages, les stations, je veux dire. Mais les coûts variables, c'est peut-être les vendeurs, mais il n'y a pas beaucoup de coûts variables chez Hydro-Québec. Donc, le risque chez Hydro-Québec se trouve au niveau opérationnel. Il y a une grosse charge de coûts fixes. Si le prix de l'électricité chute, peut-être qu'on ne va pas être capable de couvrir nos coûts fixes. Si on regarde par contre une compagnie comme Boeing, alors qui va être qui est l'examen de 2017 et qui sera l'examen de 2025. Si on regarde Boeing, ils ont une grosse charge d'endettement. Mais je veux dire, en 2017, qu'est-ce qu'on remarquait? C'est que Boeing rachetait ses actions. Et donc, elle avait tout le temps un niveau d'endettement qui était plus élevé que la norme. Pourquoi? Quand tu rachètes des actions, tu fais monter le prix de l'action. Il y a moins d'actions, il y a plus de profit sur moins d'actions. Peut-être, mais en conséquence, on le faisait en empruntant à avoir de la dette. Donc, on voit maintenant qu'en ce moment, Boeing, elle a des troubles financiers. Alors, vu qu'elle a eu quelques années où est-ce qu'elle avait fait des pertes, donc, Boeing est dans une situation où est-ce qu'elle va être obligée d'émettre des actions déjà à un moment où est-ce que le prix de l'action y est bas.
Donc, il y a un risque financier d'être trop endetté, alors ta charge d'intérêt ou peut-être un dividende préférentiel. C'est rare en finance, c'est plus sur des PME ou des petites et moyennes entreprises. Mais pour des grosses compagnies cotées en bourse, ça va vraiment être ta charge d'intérêt. Et on va regarder le risque pour Target pour les 3 dernières années. Donc, l'état des résultats. On a au tout début, on a les ventes, on soustrait les coûts variables et on soustrait les coûts fixes. Ici, exceptionnellement, je vais ajouter dans les coûts fixes la charge d'amortissement. La charge d'amortissement, c'est une charge non-cash. Donc, c'est une charge, oui, mais quand on a acheté la pharmacie du Rocher a acheté le char de livraison, ils l'ont acheté il y a 3 ans. Pendant les 5 années suivantes, ils ont imputé une charge d'amortissement de 2 000 $. Mais le char, il a été acheté au temps T est égal à 0 pour 10 000. Le 2 000, c'est une charge non-cash, mais on ne va pas vraiment le sortir de nos états financiers parce que il faudrait refaire les états financiers. Donc, nous, on va prendre la charge d'amortissement et on va foutre ça comme un coût fixe opérationnel. Donc, les ventes, sales, variable cost, les coûts variables, les coûts des marchandises vendues et tous les salaires des employés, toutes les charges associées à ces ventes. Et par la suite, les coûts fixes, incluant la charge d'amortissement, ça nous donne notre EBIT. Donc, on ne va pas faire EBITDA moins dépréciation est égal à EBIT. On va dire produit moins les charges nous donne notre bénéfice avant intérêt et impôts, EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. Et on veut savoir quelle est la relation des coûts fixes vis-à-vis les revenus. Alors, est-ce que les coûts fixes sont importants? Si on prend une compagnie comme Hydro-Québec, les coûts fixes sont très importants. Mais si on prend une compagnie comme Google, les coûts fixes sont négligeables. Donc, on va retrouver ça dans le ratio. Donc, par la suite, tout le reste, c'est financier. La charge d'intérêt, c'est un coût fixe financier. Earnings before tax. Et par la suite, on va payer des taxes. Nous, on va traiter ça comme une charge variable. Les taxes, c'est une charge variable, mais on va traiter ça comme une charge financière. Alors, tu rembourses le gouvernement. Par la suite, tu as ton bénéfice net total, tous tes profits de l'année. Mais par contre, ce bénéfice net est attribuable à tous les actionnaires. Si tu as juste des actionnaires ordinaires, parfait, on est au point final. Mais si tu as des actions préférentielles, on doit soustraire le dividende préférentiel, le dividende des preferred shares, parce que c'est une charge fixe financière. Et qu'est-ce qui reste? C'est le bénéfice net qui est attribuable aux actionnaires ordinaires. Et si on prend ce chiffre et on divise par le nombre d'actions en circulation, on va voir notre earnings per share, qui est le bénéfice par action, qui est le chiffre que je vous dis tout le temps qui est un chiffre très important. C'est un des premiers chiffres que je regarde avant d'acheter un titre. Je regarde si la compagnie elle est profitable. Et le deuxième ratio que je regarde avant d'acheter un titre, c'est le cours bénéfice, le price to earnings, qu'on a vu au cours 8. OK, maintenant, alors, au niveau opérationnel, on est intéressé, est-ce qu'on fait assez de marge entre les ventes et les coûts variables pour couvrir nos coûts fixes? Alors, l'affaire, c'est qu'on veut regarder à partir de nos ventes, quelle est l'importance des coûts fixes pour se rendre au EBIT? Quelle est la relation entre les coûts variables et les coûts fixes pour nous rendre à EBIT? Alors, les ventes moins les coûts variables moins les coûts fixes nous donnent notre EBIT. Quelle est l'importance des coûts fixes? Plus qu'on a des coûts fixes qui sont importants, plus qu'on doit avoir des ventes ou bedon une marge, c'est-à-dire le coût, le coût des coût sur marge, coût sur produit, la marge sur produit vendu, qui est la différence entre les ventes et les coûts variables. Alors, si on vend un item pour 6 piastres qui coûte 5 piastres, on a 1 dollar de marge. Mais si on a des coûts fixes de 5 000 $, on doit au moins vendre 5 000 items pour couvrir nos coûts fixes. Mais, alors, quelle est l'importance de ce 5 000 de coûts fixes? C'est ça qu'on va regarder. Alors, les coûts fixes, c'est le bureau chef, le loyer, le chauffage, l'électricité, l'amortissement, ton marketing. Alors, durant COVID, tous les coûts qui sont restés là, c'est des coûts fixes et tous les coûts qui ont disparu parce qu'on était en lockdown, c'était un coût variable.
Et nous, encore une fois, je vais répéter, pour des raisons de simplicité, la charge d'amortissement, on va traiter ça comme un coût fixe, mais c'est une charge non-cash. C'est tout simplement une déduction fiscale pour réduire notre charge d'impôt. L'immobilisation, on l'a payé dans le passé, mais dans le passé, on n'avait pas une déduction fiscale. On impute une charge sur une période, une certaine période, et ça réduit notre fardeau d'impôt. Le risque financier, lui, est lié à la dette. Alors, c'est l'incertitude entre earnings per share et EBIT. Alors, on va regarder l'importance des coûts fixes de financement, la charge d'intérêt, surtout la charge d'intérêt, et le dividende privilégié. On va remarquer qu'avec Walmart, Costco et Target, ils ont beaucoup de dettes. Par contre, l'importance des charges d'intérêt, elle est relativement basse. On considère les impôts comme un coût variable financier. Alors, durant un boom économique, les ventes ils vont être élevées. Pour chaque unité qui est vendue, on a un coût variable. Alors, on va vendre plus d'unités avec une marge. Et alors, on a plus de ventes et chaque unité, on a une marge sur le produit vendu. Donc, si on vend plus d'unités, on va être plus aisément être capable de payer nos coûts fixes. Alors, le EBIT, lui aussi, il va augmenter. Alors, si les ventes augmentent ou le nombre d'unités vendues augmente, nos ventes vont augmenter, notre EBITDA et notre EBIT va augmenter. Et vu que notre EBIT a augmenté, on va être plus capable de couvrir nos coûts fixes financiers, la charge d'intérêt et le dividende sur les preferred shares. Durant une récession, c'est le contraire. Il y a moins de monde qui achète un produit, donc il y a moins d'unités qui sont vendues. Alors, la marge va probablement être la même, à moins qu'on réduise le prix. La marge sur unité vendue va être la même. Alors, on va avoir plus de misère à couvrir nos coûts fixes. À court terme, même, on pourrait même avoir un EBIT ou un bénéfice net qui est négatif. À court terme, on peut le faire, mais on ne peut pas le faire à long terme. Alors, si on regarde Toyota, en 2009. Alors, l'examen de 2014, qui était vraiment un TP en 2014. Alors, quand vous regardez Toyota, les états financiers de 2009, je pense qu'ils étaient négatifs. L'examen de 2014, c'était Honda, Toyota et GM. Et on pouvait voir la banqueroute de GM dans leurs états financiers. Mais Toyota et Honda, je pense qu'une des deux compagnies avait une année où est-ce qu'il était négatif. Mais c'était la grosse récession. Il n'y avait personne qui achetait un char en 2009 parce qu'il n'y avait personne qui avait de l'argent. Donc, à court terme, tu peux avoir un EBIT qui est négatif ou un bénéfice net qui est négatif, mais à long terme, tu vas être insolvable. Alors, nous, ce qu'on va assumer, dans le cas le plus simple, on a une compagnie qui vend qu'un produit. Alors, N, c'est le nombre d'unités vendues. Dans notre exemple, ça va être des calculatrices. P, ça va être le prix de vente ou le prix unitaire. Et donc, les revenus, c'est tout simplement les ventes des produits. Les ventes, c'est tout simplement le nombre d'unités vendues fois le prix de vente. Si on vend N unités, le coût variable par unité, on appelle ça C, le coût unitaire. Les coûts variables, c'est tout simplement le nombre d'unités fois le coût par unité. Donc, les ventes et les coûts variables, on va le calculer, et les coûts fixes, on les connaît. Si on vend plus ou si on vend moins, les coûts fixes sont justement ça, fixes, ils ne vont pas bouger. Et notre EBIT, notre bénéfice avant intérêt et impôts, c'est les ventes, moins les coûts variables, moins les coûts fixes. Ou bedon, N fois la marge entre le prix de vente et le coût de vente. Donc, dans notre exemple, chaque calculatrice est vendue pour 10 $ au coût unitaire de 5 $. Donc, chaque calculatrice fait une marge de 5 $. Donc, chaque fois qu'on vend une calculatrice, on fait 5 $ de marge. Et si on vend assez de calculatrices, on devrait être capable de couvrir nos coûts fixes. Donc, le coefficient de levier opérationnel, le premier ratio qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'importance des coûts fixes opérationnels. Et c'est la réponse à la question suivante. Si j'augmente mes ventes de 1 quel est le pourcentage d'augmentation de mon EBIT? Si j'augmente mes ventes de 1 je vais augmenter mon EBIT de CLO Donc, si j'ai un coefficient de levier opérationnel de 4, 1 $ d'augmentation de vente augmente mon EBIT de 4 Si j'ai un CLO de 1,2, pour chaque 1 $ de vente, j'augmente mon EBIT de 1,2. Maintenant, a priori, on pense vouloir avoir un coefficient de levier opérationnel élevé. La vérité, c'est que si tu n'avais aucun risque, ton coefficient de levier opérationnel serait de 1.
Un coefficient de levier opérationnel qui est très élevé, comme 5 ou 6, ça va généralement être dans des cas avec des entreprises qui sont proches de la détresse financière. Si le ratio il est de 1, ça veut dire que tu n'as aucun coût fixe. Tu es une compagnie profitable qui n'a aucun coût fixe. Si tu as un coefficient qui est plus petit que 1, tu es une compagnie qui peut-être à court terme, est en détresse. C'est ton EBIT ou ton bénéfice net qui est négatif. Donc, pour les deux ratios qu'on va voir, le CLO et le CLF, on veut un ratio qui est très proche de 1, mais pas plus petit que 1. Alors, 1, ce serait l'idéal dans un monde où on n'aurait aucune charge fixe. Donc, à chaque fois que j'augmente mes ventes, je vais augmenter mon EBIT. Alors, mes coûts fixes demeurent fixes. Alors, si j'augmente mes ventes d'un certain pourcentage, alors, si j'augmente mes ventes de 10 unités, je vais augmenter mon EBIT du prix coûtant moins le coût unitaire fois ces 10 unités. Donc, les coûts fixes, je veux dire, dès que tu les as payés, si tu fais plus de ventes, les ventes additionnelles et moins les coûts variables additionnels, c'est l'augmentation de ton EBIT. Donc, l'augmentation de mon EBIT, c'est tout simplement l'augmentation de mes ventes moins l'augmentation de mes coûts variables. Pourquoi? On veut juste regarder, tantôt, j'ai regardé mon EBIT. EBIT, c'est les ventes moins les coûts variables moins les coûts fixes. Si j'augmente mon EBIT, ça veut dire que j'ai augmenté mes ventes, j'ai augmenté mes coûts variables, mais mes coûts fixes vont demeurer à zéro. Donc, l'augmentation de mon EBIT, ça devient l'augmentation de mes ventes moins l'augmentation de mes coûts variables. Donc, le coefficient de levier opérationnel, par sa définition, c'est le pourcentage d'augmentation de mon EBIT suite au pourcentage d'augmentation de ma quantité vendue. Et donc, si je veux isoler CLO, le pourcentage d'augmentation de mon EBIT est égal au pourcentage d'augmentation, à mon coefficient de levier opérationnel fois le pourcentage d'augmentation de ma quantité vendue. Donc, si j'augmente mes ventes de 1%, je vais augmenter mon EBIT de CLO fois 1%. Donc, CLO, c'est ça que je veux calculer. Comment est-ce que je le calcule? Je pars de cette formule. C'est le pourcentage d'augmentation de mon EBIT suite au pourcentage d'augmentation de mes ventes ou de ma quantité vendue. Le pourcentage d'augmentation de mon EBIT, c'est l'augmentation de mon EBIT divisé par l'EBIT de départ et le pourcentage d'augmentation de ma quantité vendue, c'est l'augmentation nette de ma quantité vendue divisé par mon point de départ. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier le numérateur par l'inverse du dénominateur, justement pour simplifier quelques termes. Donc, je vais multiplier par 1 sur le dénominateur pour simplifier certains termes. Donc, le pourcentage d'augmentation de mon EBIT fois N, fois le pourcentage d'augmentation de N fois mon EBIT au dénominateur, c'est mon coefficient de levier opérationnel. Maintenant, je peux réduire certains termes. Le pourcentage d'augmentation de l'augmentation de mon EBIT, c'est l'augmentation de la quantité vendue fois le prix unitaire moins le coût unitaire. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on voit des termes au numérateur et au dénominateur qui vont venir s'annuler. Et donc, coefficient de levier opérationnel, c'est tout simplement le prix unitaire moins le coût unitaire fois la quantité vendue divisé par EBIT. Ou ben donc, les ventes moins les coûts variables divisé par EBIT. Cette formule, elle est dans votre feuille de formule. Alors, dans la feuille de formule, vous avez la formule qui est là. Le coefficient de levier opérationnel, c'est les ventes moins les coûts variables divisés par EBIT. Maintenant, quand on regarde une compagnie comme Walmart, Walmart n'a pas juste qu'un produit. Donc, on ne peut pas prendre les unités, on va prendre les ventes totaux. On va prendre les ventes moins les coûts variables totaux divisés par le EBIT de Walmart, Costco et Target. Donc, le coefficient de levier opérationnel, c'est les ventes moins les coûts variables divisés par EBIT. Alors, quelques remarques. Je veux dire, EBIT, c'est les ventes moins les coûts variables moins les coûts fixes. Donc, si le numérateur, j'ai les ventes moins les coûts variables, mais pas les coûts fixes, en théorie, le numérateur devrait être plus grand que le dénominateur, à moins que les coûts variables sont plus grands que les ventes. Là, on a des problèmes avec la compagnie. Donc, si les coûts fixes sont égaux à zéro, le dénominateur EBIT, c'est les ventes moins les coûts variables moins les coûts fixes. N'oubliez pas, on met la charge d'amortissement en coûts fixes. Donc, si les coûts fixes sont égaux à zéro, le numérateur est égal au dénominateur et on va avoir un ratio de 1. Donc, il n'y a aucun risque opérationnel.
Donc, si vous voulez, vous devriez savoir à l'examen, quand vous calculez le ratio, quand vous avez un chiffre qui est égal à 1 ou proche de 1, mais supérieur à 1, vous avez un bon ratio, vous avez très peu de risques. Si par contre, vous avez un ratio qui est égal à 3, 4, 5, ça se peut. Je veux dire, on va voir pour Walmart, Costco et Target qu'on a des ratios qui sont relativement élevés. Il y a une raison pour ça. Parce que Walmart, Costco et Target, leur écart entre leur prix de vente et leur coût variable est très bas. Alors, la loi de Walmart, c'est la loi des bas prix, entre guillemets. Donc, leur marge, elle est très faible. Eux, ils font leur profit sur le volume. Donc, ils vendent beaucoup. Walmart a des ventes de 300 milliards par année. Donc, c'est une énorme compagnie. Eux, ils font leur profit sur des variables. La pharmacie du Rocher, pour un produit qui coûtait 60 cents, on la vendait pour 1 dollar. Pour Walmart, quelque chose qui est vendu pour 1 dollar, le coût variable est à 80 cents. Donc, leur marge, elle est plus petite. Ils font leur argent sur le volume. Par contre, si tu as un ratio qui est élevé, ça veut dire que tu as une charge, tu as des coûts fixes qui sont relativement importantes. Donc, si jamais tu es dans une récession et le monde arrête d'acheter chez Walmart, qui est un peu invraisemblable, Walmart, Costco et Target, mais il y a quelques années, Target, il y avait une connerie qui s'est passée à propos des toilettes. Il y avait un backlash, il y avait du monde qui faisait un ban de Target pendant un petit bout de temps, un peu comme Bud Light en ce moment. Il n'y a personne qui veut acheter Bud Light, il y a un ban. Mais Target avait le même problème, puis pendant une année, en 2022, je veux dire, le monde faisait un boycott de Target et je veux dire, pendant une année, leur profit, bien qu'ils étaient toujours positifs, mais ils ont quand même baissé pendant cette année-là parce qu'il y avait un boycott. Alors, eux, ils ont un ratio qui est relativement élevé à cause du fait que leur marge est relativement petite. Mais c'est là où le risque se trouve pour ces compagnies. Si le ratio il est entre 0 et 1, alors ce ratio est entre 0 et 1. Mais la seule façon que tu peux avoir ça, c'est que tes ventes moins tes coûts variables sont négatifs, qui voudrait dire aussi que ton EBIT il est négatif, parce que les ventes moins les coûts variables moins les coûts fixes seraient aussi négatifs. Alors, ça veut dire que tes ventes moins tes coûts variables sont négatifs. À court terme, possible, mais à long terme, tu as un risque d'insolvabilité. Et même chose, si ton ratio il est plus petit que 1, ben, ça voudrait dire, plus petit que 0, mais ça voudrait dire que les ventes, moins les coûts variables sont positifs, mais tu divises par un chiffre qui est négatif. Ça veut dire que les coûts fixes, ça veut dire que les ventes moins les coûts variables sont positifs, mais les ventes moins les coûts variables moins les coûts fixes est négatif. Et encore une fois, tu as un risque d'insolvabilité. Donc, en conclusion, un ratio de 1, tu as zéro risque opérationnel. Un ratio plus que le ratio il est grand, plus que tu as un risque opérationnel qui est important. Un ratio en dessous de 1, que ce soit entre 0 et 1 ou en dessous de 0, ça veut dire qu'à court terme, tu n'es pas profitable. Si tu es à long terme, tu n'es pas profitable, tu vas être insolvable. Donc, l'exemple qu'on va faire, on a une compagnie qui fabrique des calculatrices. Une entreprise vend 10 000 calculatrices au prix de 10 et au coût unitaire de 5 Les coûts fixes annuels, incluant l'amortissement, sont de 10 000 et tout le reste, c'est financier. La charge d'intérêt, compagnie financée par action ordinaire, action privilégiée, taxes corporatives, tout le reste, c'est financier. Alors, jusqu'ici, on est opérationnel. Calculer l'augmentation du EBIT pour une augmentation de 10 des ventes. Maintenant, je pourrais tout simplement augmenter mes ventes de 10 000 à 11 000 et calculer l'augmentation de mon EBIT, bien sûr. Mais nous, on va le faire de l'autre façon. On va regarder le risque opérationnel. Alors, le risque opérationnel, c'est les ventes moins les coûts variables divisés par EBIT. Alors, on a 10 000 calculatrices qui sont vendues à 10 Donc, les ventes, 100 000 On a 10 000 calculatrices qui sont fabriquées au coût de 5 Donc, 10 000 fois 5 50 000 EBIT au dénominateur, c'est les ventes moins les coûts variables moins les coûts fixes qui sont donnés 10 000. Donc, on a un ratio qui est égal à 1,25. Donc, ce n'est pas une compagnie qui actuellement est en risque de détresse. On a un ratio qui est plus grand que 1, mais très proche de 1. Donc, un ratio de 1,25, ce n'est pas un ratio qui est très inquiétant. Mais ce que ça veut dire, ce ratio-là, si j'augmente mes ventes de 1 j'augmente mon EBIT de 1,25 Et donc, si j'augmente mes ventes de 10
je vais augmenter mon EBIT de 1,25 fois 10 ou bedon 12,5 Donc, le pourcentage d'augmentation de mon EBIT, c'est le coefficient de levier opérationnel fois le pourcentage d'augmentation de mes ventes. Donc, 1,25 fois 10 Si j'augmente mes ventes de 1 j'augmente mon EBIT de 1,25 Donc, si j'augmente mes ventes de 10 j'augmente mon EBIT de 1,25 fois 10 12,5 Donc, si on regarde ça maintenant avec l'état des résultats, on a nos ventes de 100 000 on a nos coûts variables de 50 000 on a nos coûts fixes incluant la charge d'amortissement qui est égale à 10 000 et donc on a un EBITDA de 40 000. Ici, j'ai mis la dépréciation qui est égale à 0, mais on aurait pu enlever les deux lignes qui étaient ici, le 40 000 et le 0. Les coûts fixes plus la dépréciation est égale à 10 000 et notre EBIT est égal à 40 000 Donc, en ce moment, on vend 10 000 calculatrices à 10 au coût de 5 et 10 000 de coûts. Alors, marge sur coût sur produit vendu de 50 000, moins les coûts fixes de 10 000. Donc, on a 40 000 de bénéfices avant intérêts et impôts. Par la suite, nos ventes ont augmenté de 10 Donc, on part de 100 000 en vente à 110 000 en vente. Nos coûts variables ont augmenté de 10 On avait 10 000 calculatrices, on a maintenant 11 000 calculatrices à 5 donc on part de 50 000 à 55 000. Nos coûts fixes sont fixes. Donc, plus qu'on vend, moins qu'on vend, nos coûts fixes seront de 10 000 qui nous donne un EBIT de 45 000 On part de 40 000 à 45 000, qui est une augmentation de 12,5 Donc, 1,25 fois 10 12,5 Donc, le coefficient de levier opérationnel, c'est tout simplement le risque opérationnel. Maintenant, pour le coefficient de levier financier, c'est le risque lié aux intérêts et aux dividendes privilégiés. Alors, ça va être nos deux coûts fixes. Et on a aussi un coût variable qui est les taxes. On va traiter ça comme un coût variable financier. Alors, la question qu'on va se poser avec le coefficient de levier financier, quelle est l'augmentation de mon bénéfice par action, mon earnings per share, suite à une augmentation de 1 de mon EBIT? Et donc, si mon EBIT augmente de 1 mon earnings per share va augmenter de CLF Donc, le risque financier, c'est tout simplement, on va regarder est-ce que notre EBIT est suffisant pour payer la charge d'intérêt et le dividende privilégié. Les taxes dépendent seulement du EBIT, c'est un pourcentage du EBIT. Par contre, on paye les taxes avant qu'on paye les dividendes. Donc, on doit s'assurer qu'après qu'on a payé nos taxes, on a assez d'argent pour payer le dividende. Alors, ce qu'on appelle effet de levier, c'est levier en anglais, c'est leverage. Ça veut dire l'effet de la dette. Leverage, ça veut dire c'est dette. Alors, l'impact, si on prend plus de dette, on peut faire plus de rendement parce qu'on a plus de croissance. Mais il y a quand même plus de risques d'insolvabilité. Et par contre, si 100% de ma compagnie, on va voir avec un exemple un peu plus d'environ 45 minutes, on va voir un exemple où est-ce qu'une compagnie est 100% financée par du capital action versus une compagnie qui est 60% financée par de la dette et 40% avec du capital action. On va regarder qu'est-ce qui arrive dans un boom économique et qu'est-ce qui arrive durant une récession économique. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la plupart des compagnies cotées en bourse sont 2 tiers dette, 1 tiers fonds propres. Donc, quand tu as une augmentation des ventes, il y a moins d'actionnaires qui vont partager cette augmentation parce que tous les autres coûts sont fixes. Cependant, si on est dans une récession et 2025, on a l'air de commencer une récession, ça veut dire que les ventes futures vont être plus basses, il y a moins de bénéfices, même malgré le fait qu'il y a moins d'actionnaires. Mais si on a 100% qui est financé par du capital action, on a 0% de dette et donc on n'a aucun risque d'insolvabilité, aucun risque de banqueroute, je devrais dire. Donc, si la compagnie peut investir à du 5% et racheter des actionnaires qui s'attendent à du 15%, les actionnaires qui restent, ils vont prendre bénéfice de ce 10% de différence. Donc, supposons que j'ai 1 million de profit et j'ai 1 million en actions. Ça veut dire que chaque actionnaire a 1 Supposons que je rachète la moitié des actions avec de la dette, mais au lieu d'avoir 1 million de profit, j'ai
900 000 de profit parce que j'ai 100 000 de charges d'intérêt après impôt. Alors, j'ai 900 000 de profit sur 500 000 actions. Donc, chaque actionnaire va avoir un earnings per share qui passe de 1 à 1,80. Et c'est comme ça qu'on crée de la valeur pour les actionnaires. Les actionnaires s'attendent à du 15 la banque s'attend à du 4 et c'est déductible d'impôt. Donc, jusqu'à un certain point, s'endetter a de l'allure. La norme semble être 2 tiers. C'est une norme, tout le monde fait ça. C'est juste que plus que 2 tiers, tu as trop de risque de banqueroute et en dessous de 2 tiers, tu laisses de l'argent sur l'étagère. Donc, tu as de l'argent qui traîne. Donc, 2 tiers dette, 1 tiers fonds propres, ça a l'air d'être la norme pour la plupart des compagnies. Alors, si vous regardez les états financiers de toutes les compagnies que j'ai mis dans mes anciens examens, vous allez remarquer que le niveau d'endettement se retrouve aux alentours de 2 tiers, avec l'exception des compagnies high-tech. Donc, les créanciers prêtent du cash à la compagnie et la compagnie doit investir dans des bons projets. Il y a une règle qui dit que tu n'as pas le droit d'investir dans des projets qui sont trop risqués. Si tu as un projet qui a très peu de chances de gagner de l'argent, tu ne peux pas investir dans ces projets-là. Alors, une compagnie qui est proche de fermer ses portes, elle pourrait prendre 100 000, emprunter 100 000 à la banque, aller au Casino de Montréal et investir sur un numéro de roulette. Je veux dire, si le chiffre il sort, la compagnie est toujours en vie. Et si le chiffre ne sort pas, la compagnie va quand même fermer ses portes. Mais le 100 000 qu'elle a emprunté, ça, par contre, il y a des règles qui disent que tu n'as pas le droit d'investir dans des projets comme ça. Donc, on appelle ça des covenants. C'est des règles spéciales qui disent que tu peux juste investir dans des projets qui ont de l'allure. Alors, pensez à Nortel qui investit dans des projets farfelus ou Enron dans des projets farfelus. Maintenant, on met tout le langage légal dans les prêts. OK, coefficient de levier financier, c'est le même principe. Si j'augmente mon EBIT de 1 je vais augmenter mon earnings per share de CLF %. Donc, c'est l'augmentation du earnings per share suite à une augmentation du EBIT. Plus que ce coefficient de levier financier est élevé, plus que la compagnie elle a des charges fixes financières importantes, comme la charge d'intérêt, surtout elle, ou même le dividende privilégié, lui aussi est fixe. Donc, le coefficient de levier financier, c'est le pourcentage d'augmentation de mon earnings per share suite au divisé par le pourcentage d'augmentation de mon EBIT. Et donc, le pourcentage d'augmentation de mon earnings per share devient CLF fois le pourcentage d'augmentation de mon EBIT. Donc, si mon EBIT augmente de 1 mon earnings per share va augmenter de 1 fois CLF. Si mon EBIT augmente de 10 mon earnings per share va augmenter de CLF fois 10 Donc, le earnings per share, le bénéfice par action, on va partir du EBIT. Et quand on regarde le income statement, alors on part du EBIT, on soustrait les intérêts et ça nous donne notre bénéfice imposable. Par la suite, une partie va être payée en taxes. J'ai une petite note à parler des taxes. Et je veux dire, on pourrait avoir d'autres cas, mais c'est très rare qu'on a des autres. Alors, ici, on avait du minority interest dans le cas de Costco. Et par la suite, on a le dividende privilégié s'il y en a un. Et après qu'on soustrait le dividende privilégié, qu'est-ce qui nous reste? C'est le bénéfice net qui est applicable aux actionnaires ordinaires. Donc, je répète, le earnings per share, c'est le EBIT moins la charge d'intérêt. Alors, on enlève le I, ça nous donne notre bénéfice imposable. On va payer un certain pourcentage en taxes. Alors, 1 moins ce pourcentage, c'est qu'est-ce qui reste à la compagnie. Et de ce montant, on va soustraire le dividende privilégié. On va diviser le nombre d'actions ordinaires en circulation et ça nous donne notre earnings per share qu'on a calculé au dernier cours. L'intérêt dividende privilégié, c'est fixe. Par contre, les taxes, c'est variable. Une petite note sur les taxes. Nous, on ne va pas faire un cours de fiscalité dans Finance 1. Le cours 3008 et le cours 4008, on ne fait pas ça. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder l'année passée, elle a payé combien, ou cette année, elle a payé combien en taxes sur son bénéfice imposable. Et ça, c'est le taux corporatif qu'on va utiliser. Donc, normalement, on ferait toute la liste des déductions, on ferait tout un cas fiscal. Nous, en finance, on va simplifier la tâche. On va regarder quel était son bénéfice imposable, quel était le pourcentage de ce bénéfice imposable qu'elle a payé en taxes, et ce taux d'imposition, on va appeler ça le taux effectif d'imposition, c'est qu'est-ce qu'elle paye réellement en taxes.
En 2012, c'était aux alentours de 33%. Mais il y a certaines compagnies qui ont tellement de déductions, comme Google a son bureau chef en Irlande, donc elle paye juste 8% en taxes parce que c'est juste de la manipulation, c'est de l'évasion fiscale. 50% des grosses compagnies aux États-Unis a son bureau chef américain au Delaware, à Dover, dans le même édifice. Pourquoi? Delaware n'a aucune taxe corporative au niveau de l'État. Alors, il y a des manières d'évader les taxes. Par contre, je veux dire, les Walmart sont dans les 50 États, elle ne peut pas se cacher. Alors, Google, elle ne paye pas ses taxes, Walmart, elle paye toutes ses taxes. Pourquoi? Parce que Walmart n'est pas capable d'évader, de payer ses taxes. Je ne pense pas que cette évasion-là va durer longtemps. Le monde commence à être frustré de cette évasion. Alors, l'Irlande a un taux d'imposition de 8%, le Delaware a un taux d'imposition de 0. Donc, le nombre de compagnies comme Google est à Palo Alto, à Silicon Valley, en Californie. On le sait tout. Je veux dire, elle n'a rien à voir avec Dover, Delaware, elle n'a rien à voir avec l'Irlande. Mais l'Irlande, en ce moment, c'est un des pays les plus riches parce que toutes les compagnies ont leurs bureaux chefs mondiaux en Irlande. Ils reçoivent 8% de tous les bénéfices mondiaux. Alors, en ce moment, l'Irlande, c'est un des pays les plus riches au monde. OK. Alors, si mon EBIT, moins mes intérêts, moins mes taxes, moins mon dividende privilégié, c'est mon earnings per share. La charge d'intérêt et le dividende privilégié, il est fixe. Donc, si j'augmente mon EBIT de 1000 $, mes intérêts ne vont pas augmenter. Alors, mon bénéfice imposable va augmenter de 1000 $, je vais payer plus en taxes par contre. Mais je ne vais pas payer plus de dividendes privilégiés parce que c'est un coût fixe. Donc, l'augmentation de mon earnings per share, c'est l'augmentation de mon EBIT après fois 1 moins le taux effectif d'impôt, divisé par le nombre d'actions ordinaires. Et donc, encore une fois, je vais répéter, normalement, on ferait tout un cas, on ferait toute une étude de cas si on connaît tous les taux. Si on était à l'interne, on ferait toute une étude de cas du coefficient de levier opérationnel. Mais on est à l'externe, donc on n'a pas accès à tous les documents internes de la compagnie. On va prendre le taux effectif d'impôt. Alors, le taux effectif d'impôt, c'est pour l'année. Tu vas regarder quel était son bénéfice imposable. Alors, tu vas prendre le bénéfice imposable et quel pourcentage de ce bénéfice imposable elle a payé en taxes. Donc, si je regarde en 2010, Target avec 4 milliards en bénéfice imposable, elle a payé 1,3 milliard en taxes, qui représente environ du 33 %. Alors, le taux effectif d'impôt pour Target est aux alentours de 33 %. Le taux d'imposition aux États-Unis, c'était 35 % à l'époque. Ils ont coupé ça en 2018. Donc, c'est les taxes qui ont été payées divisées par le earnings before tax. Le coefficient de levier financier, c'est le pourcentage d'augmentation de mon earnings per share suite à un pourcentage d'augmentation de mon EBIT. Le pourcentage d'augmentation de mon earnings per share, c'est l'earnings per share net d'augmentation divisé par mon point de départ. Et le pourcentage d'augmentation de mon EBIT, c'est l'augmentation de mon EBIT divisé par mon point de départ. Encore une fois, je vais multiplier par l'inverse. Une petite note, les preuves ne sont pas à l'examen. Il n'y a aucune preuve à l'examen. Donc, ça nous donne, si on multiplie par l'inverse, ça nous donne earnings per share divisé par l'augmentation de earnings per share divisé par earnings per share fois l'inverse du dénominateur, EBIT divisé par l'augmentation de EBIT. Maintenant, l'augmentation de mon earnings per share, c'est l'augmentation de mon EBIT moins 1 moins le taux corporatif divisé par le nombre d'actions. Mon earnings per share, c'est mon EBIT moins mes intérêts après impôt moins le dividende privilégié, alors le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires divisé par le nombre d'actions, fois EBIT divisé par l'augmentation de EBIT. Maintenant, il y a des termes qui vont venir s'annuler. Si on remarque ici, nombre d'actions divisé par nombre d'actions, il s'annule. Augmentation de EBIT au numérateur, augmentation de EBIT au dénominateur, il s'annule. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça devient EBIT fois 1 moins le taux corporatif divisé par le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires. Donc, c'est le EBIT fois 1 moins le taux corporatif ou le taux effectif divisé par le bénéfice net qui est attribuable aux actionnaires ordinaires, qui est le bénéfice net total moins le dividende attribué aux preferred shares, aux actionnaires privilégiés. Donc, dans notre exemple, on avait un EBIT qui était de 40 000. La compagnie, alors, on a les ventes, les coûts variables, les coûts fixes opérationnels. La charge d'intérêt, elle est donnée, 10 000.
La compagnie est financée par 100 000 actions ordinaires et 100 000 d'actions de preferred shares, d'actions privilégiées qui payent du 8 Donc, le dividende privilégié est de 8 000 le taux corporatif est de 20 Calculer l'augmentation du earnings per share pour une augmentation de 10 du EBIT. Donc, ça va être 10 fois le coefficient de levier financier. Donc, on va commencer par calculer le coefficient de levier financier. Notre EBIT, il a été calculé tantôt, il était de 40 000. Notre earnings before tax, c'est 40 000 moins la charge d'intérêt, 30 000. Le bénéfice net, on a 30 000 de bénéfice imposable, on fait 20 en taxes, il nous reste 24 000 après impôt. Et notre dividende privilégié, c'est 8 du 100 000 en preferred, donc 8 000 Donc, le bénéfice net qui est attribuable aux common shares, aux actionnaires ordinaires, c'est 24 000 moins 8 000, 16 000 Et on a 100 000 actions ordinaires, donc le earnings per share est de 16 cents. Le coefficient de levier financier, ça nous dit que EBIT fois 1 moins le taux corporatif. Et en passant, le coefficient de levier financier, vous l'avez encore une fois. Je rappelle qu'à un examen, vous allez avoir tendance à vouloir juste plugger les chiffres. N'oubliez pas, il y a une raison pourquoi je vous demande de plugger ces chiffres. Si vous faites juste plugger des chiffres, vous dites, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais vous dire tout de suite, vous allez vous faire remplacer par ChatGPT. Alors, un bon comptable est capable d'analyser des états financiers. C'est la job d'un comptable. Donc, 40 000 fois 1 moins le taux corporatif, c'est 32 000, divisé par 16 000, bien, ça nous donne un coefficient de levier financier de 2, qui est plus grand que 1. Ça veut dire que tu as du risque financier, mais je veux dire, ça dépend de l'industrie. Un ratio à lui tout seul, ça ne veut rien dire. Mais si le ratio est plus petit que 1, on est en détresse. Ça veut dire qu'on n'est pas profitable. Que ce soit entre 0 et 1 ou plus petit que 0. En dessous de 1, le ratio, on a un problème. Plus que le ratio il est grand, par contre, plus qu'on a des coûts fixes financiers qui sont importants, mais on est toujours profitable. Donc, si j'augmente mon EBIT de 10 puis mon coefficient de levier financier est égal à 2, je vais augmenter mon earnings per share de 10 fois le coefficient de levier financier qui est de 2. Donc, je vais augmenter mon earnings per share de 20 J'augmente mon EBIT de 10 j'augmente mon earnings per share, mon bénéfice par action ordinaire, de 20 Alors, encore une fois, si le ratio, si la charge d'intérêt et le dividende est égal à 0, ça veut dire qu'au numérateur, on aurait earnings before taxes fois 1 moins le taux corporatif. Encore une fois, au dénominateur, la charge d'intérêt, elle est de 0. Alors, earnings before taxes fois 1 moins le taux corporatif, moins 0. Donc, le numérateur est égal au dénominateur. On a un CLF qui est égal à 1. Ça veut dire qu'on n'a aucun risque financier. Plus que ce chiffre est élevé, plus que nos coûts fixes financiers sont importants, mais on est toujours profitable. Un ratio de 4, j'ai déjà vu ça, mais tu es toujours profitable. Plus que ce ratio est élevé, plus que tu as un effet de levier qui est important. Si le ratio il est entre 0 et 1, ça veut dire que le numérateur il est négatif, mais le numérateur est positif, le dénominateur il est négatif. Ça veut dire que ça voudrait dire que la compagnie, elle a un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires qui est plus petit que 0. Et à court terme, tu peux faire ça. À long terme, tu as un risque d'insolvabilité. Et si le ratio est plus petit que 0, si le ratio est plus petit que 0, ça veut dire que ton bénéfice net attribuable aux actionnaires est négatif. Si ton ratio est entre 0 et 1, ça veut dire que le numérateur et le dénominateur est négatif. Bien, ça veut dire que ton EBIT il est négatif. Alors, ton point de départ, tu as un risque d'insolvabilité. Donc, si tu as un négatif divisé par un négatif, tu vas avoir un chiffre qui est entre 0 et 1. Et donc, si le ratio est plus petit que 1, tu as un risque d'insolvabilité. Le coefficient de levier total, c'est tout simplement le produit des deux risques. C'est le coefficient de levier opérationnel fois le coefficient de levier financier. Donc, si j'augmente mes ventes de 1 quelle est l'augmentation de mon earnings per share? Ça va être CLO fois CLF qui est l'augmentation de mon earnings per share. Donc, c'est tout simplement la multiplication du coefficient de levier opérationnel divisé par le coefficient de levier financier. Alors, c'est l'augmentation en pourcentage de mon earnings per share divisé par l'augmentation en pourcentage de mes ventes. Si je multiplie au numérateur et au dénominateur par le pourcentage d'augmentation de mon EBIT, bien, ça me donne tout simplement CLO fois CLF.
Donc, le coefficient de levier total, c'est le produit du risque opérationnel et du risque financier. Donc, si je fais le calcul, alors c'est les ventes moins les coûts variables divisés par EBIT fois EBIT moins 1 moins le taux corporatif divisé par le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires. J'ai le EBIT au numérateur et au dénominateur qui s'annulent. Et donc, ça devient tout simplement les ventes moins les coûts variables fois le taux corporatif, 1 moins le taux corporatif divisé par le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires. C'est la troisième formule qui est dans votre feuille de formule. Mais encore une fois, je vous dis tout le temps, ne faites pas juste plugger les chiffres, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne jamais une réponse. Assumez que quand je vous demande de calculer le ratio, il y a quelque chose que je vous demande de voir dans ce ratio, dans les chiffres. OK, donc, si je reviens à mon exemple, une compagnie vend 10 000 calculatrices annuellement au prix de 10 coût de 5 coût fixe de 10 000. Alors, jusque-là, c'est opérationnel. La charge d'intérêt de 10 000 et la compagnie est financée par 100 000 actions ordinaires et 100 000 d'actions privilégiées payant du 8 le taux corporatif est de 20 Calculez l'augmentation du earnings per share pour une augmentation de 10 des ventes. Donc, j'ai augmenté mon coefficient de levier opérationnel, c'est 1,25. Coefficient de levier financier, c'est 2. Donc, si j'augmente mes ventes de 1 je vais augmenter mon earnings per share de 2,5 Si j'augmente mes ventes de 10 je vais augmenter mes ventes de 10 fois 2,5 ou ben donc 25 va être l'augmentation de mon earnings per share. Si je vais maintenant à l'état des résultats, alors, jusqu'à présent, on avait notre EBIT de 40 000 qui est allé à 45 000. Alors, j'ai augmenté mes ventes de 10 j'ai eu une augmentation de 12,5 de mon EBIT. Alors, si je regarde au point de départ, au début, j'avais 40 000 de EBIT et j'ai une charge fixe d'intérêt de 10 000 qui me donne un bénéfice imposable de 30 000. Je paye 20 en taxes, 6 000. Il me reste 24 000 en bénéfice net. Je paye 8 000. Le bénéfice net, il est attribuable à tous les actionnaires, mais je paye 8 000 fixes aux preferred shares, aux actionnaires préférentiels. Et donc, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires est de 16 000. J'ai 100 000 actions ordinaires en circulation et donc j'ai un bénéfice par action de 16 cents. Chaque actionnaire reçoit 16 cents de bénéfice. Il ne reçoit pas ça cash, à moins qu'un dividende est versé. Alors, c'est la valeur des actions au comptable, elle a augmenté de 16 cents. Regardons qu'est-ce qui arrive maintenant. On a un EBIT qui part de 40 à 45 000. Donc, la charge d'intérêt demeure inchangée. Donc, notre bénéfice imposable va augmenter de 5 000 $. Si je paye 20 en taxes, je vais payer 7 000. Donc, j'ai une augmentation de taxes de 1 000 J'ai une augmentation de 5 000 du bénéfice imposable. 20 de ce montant, c'est 1 000 de plus qui va être payé en taxes. Le bénéfice net, par contre, part de 24 000 à 28 000. 35 moins les taxes, 28 000. Le dividende par action ordinaire est toujours de 8 000, il est fixe. Donc, au lieu d'avoir 16 000 en bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, j'ai 20 000 qui est attribuable aux actionnaires ordinaires. Donc, chaque actionnaire a un bénéfice par action, un earnings per share qui part de 16 à 20 cents, qui est une augmentation de 25 qui est le coefficient de levier total. Donc, j'ai augmenté mes ventes de 10 mon EBIT a augmenté de 12,5 Mon EBIT a augmenté de 12,5 et donc mon earnings per share a augmenté de 12,5 fois 2, donc 25 Le point mort. C'est rare que je peux demander le point mort à un examen. C'est déjà arrivé une fois et je pouvais le demander parce que la compagnie que je regardais, c'était une compagnie pétrolière, je pense en 2016. En 2016, j'avais les deux compagnies Baytex et Whiting Petroleum, qui sont deux compagnies qui faisaient du pétrole. Je les avais dans mon portefeuille à l'époque. L'affaire, c'est que quand tu produis du pétrole, tu as un produit. Et donc, je peux demander quel est le point mort. Alors, je disais que le prix par baril était un certain prix. Et je disais, quelle est la quantité qui doit être vendue pour atteindre le point mort? Le point mort, c'est là où est-ce que notre EBIT est égal à 0. Alors, ou notre EBITDA. Alors, c'est la quantité qui doit être vendue pour que nos ventes
moins nos coûts variables, moins nos coûts fixes soit égal à zéro. Alors, on appelle ça le seuil de rentabilité. Par la suite, tout le reste est financier. Si tu n'es pas capable d'être rentable au niveau opérationnel, ça ne dérange pas comment tu es financé. Donc, le point mort, c'est si on vend juste un produit, c'est les ventes moins les coûts variables moins les coûts fixes est égal à zéro. Quelle est la quantité qui doit être vendue? Donc, les ventes, c'est N fois le prix de vente. Les coûts variables, c'est N fois le coût variable. Et les coûts fixes sont connus et fixes. Donc, si je prends les coûts fixes et je les mets de l'autre côté et je divise par le prix unitaire moins le coût unitaire ou la marge sur produit vendu, bien, ça va me donner la quantité qui doit être vendue. Si nos coûts fixes augmentent, je dois vendre plus d'unités. Si nos coûts fixes y baissent, l'inverse. Si le prix unitaire augmente, ben, je n'ai pas besoin de vendre autant d'unités pour couvrir mes coûts fixes. Mais si mes coûts unitaires augmentent, j'ai besoin d'augmenter mes ventes pour couvrir mes coûts fixes. Bien sûr, l'inverse crée l'inverse. Si mes coûts fixes baissent, ma quantité vendue peut baisser. Si mon prix de vente il baisse, par contre, je dois en vendre davantage. Alors ça, c'est ce qui est arrivé avec Walmart. Ils ont baissé leur prix, donc ils doivent vendre davantage. Et si les coûts unitaires ils vendent, ben, la quantité qui doit être vendue va baisser aussi pour être capable de couvrir mes coûts fixes. Dans l'exemple que j'ai, calculer le point mort. Donc, le point mort, c'est la quantité qui doit être vendue pour couvrir mes coûts fixes. Mes coûts fixes sont donnés à 10 000. Mon coût unitaire, c'est 5 mais mon prix de vente, c'est 5 000. Donc, chaque unité qui est vendue me donne 5 de marge. J'ai 10 000 en coûts fixes. Donc, j'ai 5 de marge par unité vendue. J'ai 10 000 de coûts fixes. Si je vends 2 000 unités, je vais couvrir tous mes coûts fixes. Et donc, le point mort, c'est 2 000. Mais pour une compagnie qui a beaucoup de produits diversifiés, je ne peux pas vous demander le point mort. Alors, à l'examen, si c'est Boeing, votre examen, je veux dire, je ne pourrais pas vous demander c'est quoi le point mort. Mais pour une compagnie de pétrole, je pouvais demander quelle est la quantité qui doit être vendue. Donc, on a fini la première moitié du cours d'aujourd'hui. La deuxième moitié, on va tout simplement revoir ce qu'on a vu au cours 8. On va revisiter la liquidité, la solvabilité et un peu la rentabilité. Alors, la liquidité, c'est tout simplement l'habilité de payer ses factures à court terme. Alors, on regarde tous les dettes qui deviennent dues dans la prochaine année. On regarde tous les actifs qui vont être convertis en cash dans la prochaine année. Et un bon vice-président finance va s'assurer que du timing des cash flows. Alors, tu regardes tout le temps la prochaine facture qui s'en vient. Est-ce que tu as assez d'argent liquide pour être capable de le payer? Donc, le genre de chose qui peut arriver, c'est qu'il y a 24 ans, tu as emprunté 1 milliard pour 25 ans. Maintenant, après 24 ans, le 1 milliard, il devient dû. Il devient dû dans la prochaine année. Donc, ça devient la partie courante de la dette à long terme. Donc, tu as 1 milliard qui devient dû dans la prochaine année. Et je vous dis tout de suite que la plupart des compagnies ont 2 tiers dette, 1 tiers fonds propres. Donc, ils ne vont pas rembourser le 1 milliard. Ce n'est pas comme une hypothèque. Les gens veulent rembourser leur hypothèque, ils prennent leur retraite à 65 ans, leur maison est payée. Les compagnies ne font pas ça. Ils maintiennent leur niveau d'endettement à 2 tiers. Donc, si j'ai 1 milliard qui devient dû dans 6 mois, aujourd'hui, je vais emprunter 1 milliard ou je vais faire l'émission d'obligations corporatives pour 1 milliard de dollars. Et dans 6 mois, je vais prendre ce 1 milliard pour payer l'ancienne dette. Maintenant, le 1 milliard que j'ai issu dans les 6 prochains mois, lui, il va être dû dans 25 ans. Alors, ça redevient de la dette à long terme. Donc, ça dépend de la structure des cash flows. Alors, les actifs courants et les passifs courants. Mais certains actifs ne sont pas si liquides, comme dans le cas de Boeing et de Bombardier, leur coût de produit en cours de production. C'est pas des actifs des avions, c'est pas des actifs qui sont liquides. Des avions qui sont pas encore construits, c'est pas des actifs liquides. On doit enlever ça des actifs courants parce que c'est pas vraiment des actifs courants. Alors, c'est l'habilité, tout simplement, la liquidité, c'est l'habilité de convertir des actifs à l'intérieur du prochain cycle, la prochaine année. Un bon exemple que j'aime donner, et je l'ai mis dans les liens à la fin du cours d'aujourd'hui, c'est un film qui s'appelle It's a Wonderful Life. C'est un film de 1946. À Noël, ça joue tout le temps sur les canaux américains, les chaînes anglaises. Vous allez tout le temps le trouver à la TV à Noël. C'est un film de Noël, c'est un classique. Alors, c'est l'idée, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que tu as George Bailey qui travaille dans un Savings and Loan. Savings and Loan, c'est comme une coop comme Desjardins, comme une banque.
Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il veut juste partir sur ses vacances de noces. Il y a 2000 $ en 1946, ça c'était beaucoup d'argent. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le monde court vers sa banque où est-ce qu'il travaille. Lui, c'est le gérant. Puis il rentre dans la banque, puis tout le monde veut retirer son argent. Puis George, il est là, mais j'ai pas votre argent. Il est dans la maison de Mike, il est dans la maison de Tony, il est dans la maison de Jeff. Alors, parce que tous les dépôts étaient utilisés pour financer l'achat des maisons. Alors, le passif de la banque, c'est les dépôts. Et les actifs de la banque, c'est les hypothèques, mais les hypothèques étaient à long terme. Mais tout le monde voulait retirer son argent, puis il a dit, écoute, on n'a pas d'argent dans la caisse. Puis il y a sa femme qui dit, j'ai 2000 $ si ça peut aider, c'était ses vacances de noces. Alors il a sacrifié ses vacances de noces. Sa femme et lui, ils ont sacrifié leurs vacances de noces. Ils venaient juste de se marier. Puis ils ont réussi à convaincre leurs clients de prendre juste assez d'argent pour être capable d'atteindre le prochain chèque de paye. Puis on ne pourrait jamais faire ça aujourd'hui. Imagine ça, tout le monde voudrait retirer son argent tout de suite. Alors, c'est les années 40, bien sûr. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à la toute fin, il reste comme du 2000 $, il reste comme 20 piastres, puis ils sont tous heureux parce que la banque, elle a évité une rupture à la vente. Le mot banqueroute, c'est justement ce scénario-là, un run on the bank. Rupture at the bank. Alors, bankruptcy, c'est le banqueroute, c'est justement tout le monde, il y a une ruée à la banque pour retirer notre argent, mais la banque, elle n'a pas l'argent liquide pour le payer. Donc, la scène, je l'ai mis dans les liens facultatifs à la fin des diapos d'aujourd'hui. C'est un excellent film. Je vous dirais même de louer le film s'il est sur Netflix. C'est un excellent film. C'est un feel-good movie. C'est un classique, là. Cinéma classique américain. Alors, on veut savoir les actifs liquides au net, c'est tout simplement les actifs courants moins les passifs courants. Mais ça ne dit rien du timing des cash flows. Et une autre chose, il y a les actifs qui ne sont pas liquides, on va les enlever, mais une autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de ces ratios-là qui peuvent être manipulés. Alors, on appelle ça du window dressing et je vais vous montrer quelques exemples. Euh, Dans le passé, la liquidité était très importante. Pourquoi? Si tu n'avais pas d'argent liquide, tu ne pouvais pas payer tes factures. Mais aujourd'hui, tout le monde a une carte de banque et encore plus, tout le monde a accès à du crédit, une carte de crédit ou une ligne de crédit. Moi, j'ai aucune dette en ce moment et ça fait longtemps. J'ai jamais eu de la dette personnelle. Je suis l'exception. J'ai jamais eu une maison, j'ai jamais acheté un char à crédit, j'ai jamais mis de l'argent. Ma carte de crédit est toujours payée à la fin du mois. J'ai jamais payé des intérêts sur de la consommation personnelle. Par contre, moi, j'ai quand même une ligne de crédit de 10 000 $ au cas où que je veux tirer de l'argent. J'ai pas assez d'argent dans mon compte de banque. En ce moment, j'ai trop d'argent dans mon compte de banque. J'ai tout vendu mes actifs. J'ai comme 290 000 $ qui traînent dans un compte de banque, dans un compte d'investissement. Je suis trop liquide. Je ne sais pas où placer mon argent. Je n'ai jamais été dans cette situation-là. Mais c'est justement, je trouve que la bourse, elle est trop chère. Mais l'affaire, c'est que dans le temps, la liquidité, c'était un des ratios les plus importants. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec George Bailey puis le Savings and Loan dans It's a Wonderful Life? Ça ne se passerait pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les banques aujourd'hui ont accès à des lignes de crédit. On appelle ça des overnight lending rates. Les banques peuvent emprunter directement à la Banque centrale. Aux États-Unis, c'est le Federal Reserve. Et la Banque du Canada au Canada, elle peut directement emprunter, puis elle peut transférer de l'argent sur ta carte immédiatement. Alors, je veux dire, c'est plus aussi important que ça l'était dans le passé. Alors, le nombre de banques qui ont fait faillite dans les 50 dernières années, c'est une fraction du nombre de banques qui ont fait faillite je dirais depuis 1987, parce qu'en 1987, tu avais la faillite de toutes les savings and loans. Alors, le savings and loan de George Bailey aurait fait faillite quand même en 1987. Ils ont tous été insolvables en 1900 puis ils ont tous été rachetés. Mais aujourd'hui, toutes les banques ont accès à des lignes de crédit à cause de la crise du savings and loan en 1980, je dirais 87. OK. La solvabilité, par contre, c'est l'habilité de payer ses factures à long terme. Je veux dire, si tu as une dette de 1 milliard qui devient due dans 3 ans, tu dois déjà te mettre à planifier comment tu vas payer cette dette-là. Et généralement, tu t'attends à faire des profits d'ici ce moment-là. Alors, si j'emprunte 1 milliard pendant 25 ans, j'espère que ce 1 milliard, les intérêts qui sont payés dessus, vont générer plus de revenus que les intérêts qui sont payés. Alors, la solvabilité, ça dépend du niveau d'endettement, ce qu'on appelle la structure capitale de la firme. 2 tiers dette, 1 tiers fonds propres, c'est la structure capitale de la plupart des compagnies.
Alors, les actifs courants, c'est les actifs qui vont être convertis en cash ou consommés à l'intérieur de la prochaine année. On va classifier ça au bilan en ordre croissant de liquidité. Alors, l'encaisse, c'est déjà du cash. Les investissements à court terme, c'est des bons du trésor. Alors, tu pèses un bouton, tu les as déjà vendus, c'est converti en cash à l'intérieur de 5 minutes. Les comptes à recevoir, tu vas te faire payer ça à l'intérieur d'un mois. Dans le cas de Walmart, on avait vu que c'était 42 jours pour vendre son inventaire. Puis les autres actifs ben, sont après l'inventaire, donc sont un peu moins liquides que l'inventaire. Alors, c'est comme l'assurance, le loyer qui est payé d'avance. Je veux dire, ça, c'est les autres actifs courants. À un examen, si j'ai plein d'actifs courants, je vais tout mettre ça dans autres, alors, à moins que ce soit pertinent. Pour les passifs courants, on les met en ordre décroissant de maturité. Alors, les comptes à payer, ils vont être payables à l'intérieur d'un mois. La dette à court terme va être payable dans la prochaine année. Et les autres actifs, les autres passifs courants, probablement, ben, on n'a pas le timing, on n'a pas l'horaire ou l'échéance des cash flows, mais on va tout simplement assumer que ça prend plus de maturité, plus de temps que la dette à court terme. L'encaisse, investissement à court terme. Alors, ça, c'est comme un portefeuille d'actions, un portefeuille d'obligations, un portefeuille de bons de trésor. C'est des investissements à court terme. Les comptes clients, les comptes à recevoir, accounts receivable. Short-term investments, c'est les investissements à court terme. L'inventaire, inventory en anglais. Les stocks. Et les dépenses prépayées. Toutes les autres, généralement, c'est le loyer puis l'assurance, tout ce qui est payé d'avance. Et autres, je vais tout mettre ça dans autres, s'il y en a d'autres. Les autres, à moins que ce soit pertinent. Et c'est rare que c'est pertinent. Passif courant, tous les passifs qui doivent être payés dans la prochaine année. Donc, on a nos comptes fournisseurs, les accounts payable. Les notes payables, alors ça, c'est tous les à payer. Une note payable, c'est tout simplement un compte à payer comme un compte fournisseur, mais c'est généralement pour sur les opérations. Un exemple de ça, c'est la pharmacie du Rocher. Elle avait acheté un char de livraison pour 10 000 $. Elle l'a eu aujourd'hui, mais elle a payé à la fin du mois. Alors ça, c'est une note qui est payable. C'est pas un compte fournisseur parce que c'est pas les opérations de base, c'est pas des stocks. La dette à court terme, alors toute dette qu'on emprunte pour moins d'1 an et la dette qui est long terme qui devient due cette année à la portion courante de la dette à long terme, short-term debt. Tous les à payer, je vais mettre ça dans autres. Alors, les taxes à payer, les dépenses à payer, mais généralement, je vais tout mettre, tout ce qui reste, je vais mettre ça dans autres, à moins que je trouve que ce soit pertinent. Si je prends une compagnie comme Boeing, je dois rendre ça en français, mais dans le cas de Alimentation Couche-Tard et Bombardier, j'avais les états financiers en français, donc je ne les ai pas trop touchés parce que j'avais tous les bons comptes français. Alors, le ratio de fonds de roulement, c'est les actifs courants divisés par les passifs courants. Alors, c'est tous les actifs qui vont être consommés dans la prochaine année divisés par toutes les dettes qui vont être payées dans la prochaine année. Par contre, si j'ai un gros montant à payer demain, il se peut que je n'ai pas assez de cash maintenant. Alors, c'est la job du vice-président de finance de savoir que l'horaire, le timing des cash flows qu'il sait. Alors, si tu as 1 milliard qui devient dû demain, tu as 2 milliards en stock, tu n'es pas liquide, là, tu as un problème. Par contre, le fonds de roulement, dans le passé, c'était un ratio qui était plus important, mais vu qu'on a accès à des lignes de crédit maintenant, c'est plus aussi important que ça l'était. Si par contre, on a un actif qui est vraiment pas liquide dans les actifs courants, on devrait l'enlever. On va regarder le ratio de liquidité immédiate à la place. Aussi, une autre chose, on peut manipuler nos états financiers. Alors, nos états financiers, supposons que je publie mes états financiers le 31 décembre. Le 30 décembre, je peux manipuler mes états financiers légalement, mais pas éthiquement. On appelle ça du window dressing. On va voir quelques exemples. Alors ici, j'ai les actifs passifs et actifs courants et les passifs courants pour la compagnie A et la compagnie B. La compagnie A, elle a 300 000 en actifs courants, 100 000 de passifs courants. Le fonds de roulement net, 200 000. Compagnie B, 1,2 million en actifs courants, 1 million en passifs courants. Le fonds de roulement net, encore une fois, 200 000. Le fonds de roulement net des deux compagnies, c'est 200 000. Donc, ils ont de l'air d'être aussi liquides. Par contre, alors, compagnie A et compagnie B a 200 000 de fonds de roulement net, net working capital en anglais. Le ratio courant pour chaque 1 $ de passif courant, elle a 3 $ d'actifs courants.
Et donc, le fonds de roulement est de 3 pour la compagnie A. Mais pour chaque 1 $ de passif courant, elle a 1,20 la compagnie B. Donc, elle a 1,20 $ pour chaque dollar de passif courant. Donc, en théorie, la compagnie A a de l'air plus liquide que la compagnie B. Mais ce ratio peut être manipulé. Supposons, je pense que c'est la prochaine slide. Et aussi, ouais, c'est ça, les actifs courants, je veux dire, l'inventaire peut venir jouer là-dessus. Durant un boom économique, tu peux être en rupture de stock. Durant une récession, tu peux avoir de l'inventaire qui accumule. Donc, l'inventaire, ça peut venir jouer là-dessus, mais malgré ça, tu peux quand même manipuler le ratio qu'on appelle du window dressing. Alors, ici, l'exemple. Supposons que moi, je publie mes états financiers le 31 décembre. Et le 31 décembre, le 31 décembre, le 30 décembre, j'achète 50 000 de stock avec des comptes fournisseurs. Non, je paye 50 000 de comptes fournisseurs avec du cash. Les deux compagnies font ça. Alors, les deux compagnies vont prendre 50 000 cash pour payer 50 000 de comptes fournisseurs. 50 000 cash pour payer 50 000 de comptes fournisseurs. Maintenant, la compagnie A, elle a 250 000 en actifs courants et 50 000 en passifs courants. Elle a toujours 200 000 de fonds de roulement net. Compagnie B, elle a 1,15 million en actifs courants, 950 000 en passifs courants. Elle a toujours 200 000 de fonds de roulement net. Regardez qu'est-ce qui arrive au ratio courant. La compagnie A, elle a 250 000 d'actifs courants et 50 000 de passifs courants. Son ratio est allé de 3 à 5. La compagnie B, son ratio est allé de 1,2 à 1,211. La compagnie B, elle n'a pas vraiment intérêt à faire du window dressing. Mais le 30 décembre, la compagnie A, elle a payé 50 % des comptes fournisseurs avec du cash. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Le 31 a publié ses états financiers. Elle a un ratio qui est égal à 5. Et le 1er janvier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète 50 000 de stock avec des comptes fournisseurs. Donc, son ratio, il retombe à 3. 50 000 de stock, 50 000 de comptes fournisseurs, son ratio tombe à 3. Alors, on appelle ça du window dressing. Un exemple très poétique, qu'est-ce qui arrivait, c'est que tous les régimes de retraite, donnez-moi une seconde. Donc, il y a un site que j'adore regarder, c'est le site Dataroma. Dataroma, il y a une loi qui dit que toutes les compagnies qui gèrent plus de 100 millions en actifs, les gestionnaires de portefeuille comme Warren Buffett, comme euh, Carl Icahn, Michael Burry, c'est du monde. Michael Burry, c'est un des rares personnes que je regarde son Twitter. Il y a juste 2 personnes que je check son Twitter. Bill Ackman, lui, c'est Pershing Square. Alors, toutes ces compagnies, tous ces gars-là, ils doivent publier qu'est-ce qu'ils ont acheté et qu'est-ce qu'ils ont vendu. Celui qui m'intéresse le plus, c'est Warren Buffett. Alors, Warren Buffett, je vais essayer de le trouver. Faire un contrôle F. Warren Buffett. Alors, tout ce que Warren Buffett... Alors, à chaque 3 mois, ils doivent publier toutes les activités qu'ils ont eues dans leur fonds de retraite. Alors, ils sont maintenant obligés de voir qu'est-ce qu'ils ont acheté et qu'est-ce qu'ils ont vendu. C'est une loi maintenant. À cause de Enron et Nortel, qu'est-ce qui arrivait, c'est à la fin du trimestre, on devait publier qu'est-ce qu'on avait dans notre portefeuille. Mais si on avait du Nortel, puis Nortel est allé de 120 $ à 5 $. Alors, si tu avais Nortel dans ton portefeuille, ça veut dire que tu as fait beaucoup de pertes. Donc, qu'est-ce que les compagnies faisaient? C'est qu'avant de publier qu'est-ce qui était dans le portefeuille, alors on publiait juste qu'est-ce qui était dans le portefeuille. Alors, tout ce qui était dans le portefeuille, on le publiait, mais on est maintenant requis de dire qu'est-ce qu'on a fait pendant le trimestre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant le trimestre? On a ajouté ou on a vendu des produits. Pourquoi? Le monde vendait leur Enron ou leur Nortel la veille de la publication de leurs états. Puis le jour de la publication, ils vont dire, nous, on n'a pas du Nortel dans notre portefeuille. Ouais, mais tu avais le Nortel dans ton portefeuille pendant les 3 mois. Tu as fait une grosse perte pendant les 3 mois. Mais il était capable de dire, nous, on n'a pas de Nortel dans notre portefeuille. Maintenant, tu n'es plus capable de faire ça. Ça, c'était du window dressing. Alors,
on publiait quand même le rendement pendant l'année, mais qu'est-ce qui arrivait? C'est que Nortel avait planté. Donc, quand les états financiers sortaient, on voulait voir si on avait du Nortel dans le portefeuille. Il fallait regarder les états financiers de la section précédente pour voir s'il y avait Nortel là, puis qui n'était pas dans le suivant. Puis c'était très rare le monde qui faisait ça. Alors maintenant, on est obligé de publier qu'est-ce qu'on a acheté, qu'est-ce qu'on a vendu. Alors, si vous voulez savoir tous les gros champions à la bourse, tous les gros champions, qu'est-ce qu'eux sont en train d'acheter, c'est le site dataroma.com. Puis, je veux dire, moi, c'est Warren Buffett qui m'intéresse, Michael Burry, quoi d'autre? Bill Ackman, Warren Buffett, bien sûr, c'est généralement le premier. Puis Warren Buffett, en passant, sa compagnie, elle a 300 billions de cash. Lui, c'est un gros investisseur. C'est comme, il est connu comme étant le meilleur investisseur au monde. Mais justement, tout son argent est en cash en ce moment. Puis il y en a quelques-uns. Terry Smith, lui c'est un autre qui est. Seth Klarman, c'est un autre qui est Munish Prabhurai. C'est Howard Marks. C'est ceux-là. Si vous voulez savoir qu'est-ce que l'argent intelligent, ce qu'on appelle le smart money, suivez ces gens-là, ça c'est le smart money. Alors, le dumb money, c'est ton gars qui veut acheter du Bitcoin, it's going to the moon. Ça, on appelle ça du dumb money. Mais les acheteurs institutionnels, les gros joueurs, on peut savoir qu'est-ce qu'eux ils ont acheté ou vendu. Alors, Warren Buffett, Michael Burry, Pat Dorsey, Munish Prabhai, Michael Burry, il y en a comme Seth Klarman, Terry Smith. Il y en a 6 ou 7 que je regarde. Je suis juste curieux de voir qu'est-ce qu'ils ont acheté. Puis s'ils ont acheté quelque chose, j'ai tendance à regarder la compagnie. Mais en ce moment, ils sont tous vendeurs comme moi. Et ils ne veulent vraiment pas être investis à la bourse. OK, donc, les actifs courants, on va soustraire du numérateur tous les chiffres qui sont pas vraiment des comptes qui sont courants. Donc, si je reviens à Target, je veux dire, l'inventaire de Target, c'est un actif qui est très liquide. Je veux dire, la bouteille de shampoing Johnson Johnson, c'est un actif qui est très liquide. Mais pour Boeing, ou GM, Honda et Toyota, je veux dire, eux, GM, Honda et Toyota, je veux dire, leur inventaire, c'est les autos en cours de fabrication. Peut-être pas nécessairement si liquide que ça. Puis les autres, par la suite, si c'est en ordre décroissant de liquidité, on devrait enlever de nos actifs liquides tous ces chiffres parce que ce n'est pas vraiment des chiffres qui sont très liquides. Walmart, Costco et Target, ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais Boeing, Bombardier, on devrait le faire. Donc, on va enlever tous les actifs au numérateur qui sont vraiment pas liquides. Alors, l'inventaire et tous les actifs courants qui suivent, on l'enlève du numérateur. Alors, l'interprétation, c'est le même que le ratio courant, c'est une mesure de liquidité. Plus que le ratio est élevé, plus qu'on est liquide. Alors, je vais vous donner un autre exemple, compagnie A et B. La compagnie A, elle a 100 000, la compagnie B, elle a 100 000 en actifs courants. Mais cash, compte à recevoir et inventaire. Les passifs courants, le dénominateur, les deux compagnies ont 50. Donc, le ratio courant est 2 pour les deux compagnies. Mais la compagnie, elle a 30 000 cash, 20 000 pour la compagnie B, 40 000 actifs compte à recevoir et 30 000 pour B. Et la compagnie A, elle a 30 000 en stock et 50 000 pour la compagnie B. Alors, on va regarder le ratio courant et le ratio de liquidité immédiate pour les deux compagnies. Alors, pour la compagnie A, ben, je veux dire, la compagnie A et la compagnie B, elle a 2 pour chaque 1 d'actifs courants. Par contre, la compagnie A, pour chaque dollar de passif courant, elle a 1,40 d'actifs courants et la compagnie B, elle a 1 d'actifs courants pour chaque dollar de passif courant. Pourquoi? Si on remarque, 50% des actifs courants de la compagnie B, c'est des stocks, c'est de l'inventaire. Donc, si on l'enlève du numérateur, les actifs très liquides, ça demeure juste le cash et les comptes à recevoir. Tandis que la compagnie B, elle a 70 000 d'actifs très liquides pour 50 000 de passifs courants, donc 1,40. Et donc, si l'inventaire n'est pas si liquide que ça, la compagnie B, elle est moins liquide que la compagnie A. Mais si l'inventaire, si la compagnie, c'est Target, je veux dire, le ratio courant, c'est un ratio qu'on peut utiliser. Earnings per share. Alors, le bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires. Alors, c'est le bénéfice net pour les actionnaires ordinaires divisé par le nombre d'actions en circulation. Alors, le net income applicable to common shares divisé par le nombre de common shares en circulation. Donc, la valeur au livre des actions ordinaires.
Alors, la book value. Il y a deux valeurs pour les actions. Il y a la valeur au livre et il y a la valeur marchande. La valeur au livre, ben, c'est la valeur des common shares plus la valeur de tous les profits historiques qui n'ont pas été versés sous forme de dividendes. Donc, la valeur au livre des common shares de Target pour 2010, c'est la somme de tous les titres qui ont été émis historiquement, plus tous les profits historiques qui n'ont pas été versés sous forme de dividendes. Par contre, la valeur marchande d'un titre, ben, c'est le prix de l'action à la bourse. Et on avait vu que la semaine passée, que le prix de l'action à la bourse de Target était de 61,50, multiplié par le nombre d'actions en circulation. Donc, 650 millions d'actions à 61 $, c'est la valeur marchande. 15 milliards 347 millions, c'est la valeur comptable de ces actions. Donc, le rendement des actions ordinaires, c'est le bénéfice net qui est applicable aux actions ordinaires divisé par la valeur comptable des actions ordinaires. Donc, la valeur comptable des actionnaires ordinaires, c'est common shares plus retained earnings. Cependant, de temps en temps, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il va y avoir une ligne entre les deux. Il va y avoir un ajustement. Et ce que j'arrive souvent à voir, c'est que mes étudiants qui font juste plugger des chiffres. Il y a un chiffre ici, il y a un chiffre là, mais entre les deux, il y avait un autre chiffre, puis les étudiants ne l'ont vraiment pas vu. Donc, la valeur totale des actionnaires, elle est de 15 347. Par contre, il n'y a pas de preferred, il n'y a pas de warrant, il n'y a pas de titre convertible. Et donc, les actionnaires, la valeur totale des actions devrait être là. Mais je vois que les étudiants font la somme de juste deux lignes. Donc, s'il y a un autre compte, un surplus d'apport, j'ai déjà vu surplus d'apport, je veux dire, bien sûr que ça, c'est inclus dans la valeur des actionnaires. Donc, c'est la book value des actions au dénominateur. Au numérateur, c'est le profit par action. Alors, c'est ça. Alors, j'ai ajouté la ligne que ça inclut les apports. Alors, si tu as une ligne supplémentaire apport, on doit l'inclure dans la valeur des common shares. Le bénéfice net qui est applicable aux actionnaires ordinaires, c'est le bénéfice total, moins tout ce qui est, moins tout ce qui est applicable aux preferred shares, donc le dividende privilégié. Et ce montant, on appelle ça un résultat non distribué. Avant, on appelait ça un bénéfice non réparti. En anglais, c'est retained earnings. Alors, un earnings, un profit qui a été retenu, qui a été réinvesti dans la compagnie. Et c'est ce réinvestissement qui va générer toute la croissance à la compagnie. Tous les profits qui sont versés sous forme de dividendes aux actionnaires ordinaires, ça, par contre, c'est un cash flow. Nous, on va traiter ça comme un cash flow de financement. Tu es en train de rembourser tes actionnaires ordinaires. Donc, effet de levier sur le rendement des fonds propres. Donc, j'ai deux compagnies. Alors, durant un boom économique, une compagnie qui a beaucoup de dettes va avoir beaucoup plus de rendement par action ordinaire. Et durant une récession, c'est l'inverse. Elle va avoir moins de rendement par action ordinaire qu'une compagnie qui est pas endettée. C'est très rare de trouver des compagnies qui ne sont pas endettées. S'ils sont cotés en bourse, c'est plus ou moins une règle que tu devrais être endetté parce que tu es en train de laisser beaucoup d'argent sur la table. Alors, si tu as des bons projets et tu n'as pas le cash, tu devrais emprunter. L'exception à la règle, c'est des compagnies comme Apple, Microsoft, Google. Ces trois compagnies-là, je veux dire, c'était des petites compagnies qui ont fait tellement de profits au début, qui ont eu tellement de croissance qui a été 100% générée par les profits. Même si elles voulaient emprunter de l'argent, elle n'a pas les projets dans lesquels investir. Ils ont tellement de cash. C'est rare que ça arrive, mais c'est arrivé pour ces trois compagnies-là. Apple, en 2014, elle avait tellement de cash que les actionnaires ont dit, écoute, si vous n'êtes pas en train d'investir dans la compagnie, commencez à verser un dividende. Et c'est ce qui est arrivé en 2014. Donc, je vais avoir deux compagnies ici, A et B. Les deux ont un bénéfice avant intérêt et impôt. Donc, vente, moins coût variable, moins coût fixe, moins amortissement de 200 000. On va assumer que la charge d'amortissement est nulle pour les deux entreprises. Donc, notre EBIT est de 200 000. Le taux comparatif, la compagnie paye 40 en taxes. Maintenant, l'entreprise A est financée par 1 million en actions, 1 million de dollars en actions ordinaires. Et la compagnie B est financée par 400 000 de dette à du 10 et 600 000 en actions ordinaires. Donc, les deux compagnies ont
la valeur des actifs est de 1 million. Mais la compagnie A, 100% financée par des actions ordinaires, et la compagnie B, 40% dette, 60 actions ordinaires. On va regarder l'effet de la dette dans un boom et dans une récession sur le bénéfice net et le rendement des actionnaires ou le rendement des actionnaires. Ici, vu qu'il n'y a pas de preferred shares, le rendement des actionnaires, c'est le rendement des actionnaires ordinaires. Donc, la compagnie A et B ont 200 000 de bénéfices avant intérêts et impôts. La compagnie A, elle a zéro dette, est 100% financée par des common shares. La compagnie B, elle a 400 000 de dette à du 10% et donc elle paye 40 000 en intérêts. Par contre, donc, la compagnie A, elle a 200 000 de bénéfices imposables et la compagnie B, elle a 160 000 de bénéfices imposables parce qu'elle a une charge de plus. Maintenant, les taxes, 40%. La compagnie A, elle va payer 80 000 ou 40% de 200 000. Compagnie B va payer 40% de 160 000 ou 64 000. Et donc, la compagnie A a fait un bénéfice de 120 000 et la compagnie B a fait un bénéfice de 96 000. A priori, on dirait, hey, écoute, j'aimerais mieux être investi dans la compagnie A que la compagnie B. Pas vraiment, parce que la dette coûte du 10%, mais les actionnaires demandent un rendement plus élevé à du 10% et le 10% est déductible d'impôt. Donc, si je regarde le rendement des actionnaires, le rendement des fonds propres, j'ai 120 000 de profit, la compagnie A, elle a 1 million en fonds propres. Donc, les actionnaires s'attendent à du 12%. La compagnie B, 40% est financée par de la dette à du 10%, mais la dette, elle est déductible d'impôt. Donc, après impôt, tu es en train de payer du 6%. Et les actionnaires qui s'attendent du 12. Donc, on a racheté 400 000 d'actionnaires qui s'attendaient à du 12% en empruntant à du 6% net d'impôt. Et donc, le 96 000, il est peut-être plus petit, mais il est partagé parmi 600 000 de common shares. Donc, les actionnaires qui ont, pour chaque 1 $ qu'ils ont investi, ils ont du 16%, tandis que la compagnie qui est non endettée va faire du 12%. Durant un boom économique, si on est capable d'augmenter notre EBIT pour les deux compagnies, la compagnie B va voir sa rentabilité augmenter bien plus rapidement que la compagnie A. Alors, la compagnie A, elle a 0% de dette, la compagnie B, elle a 40% de dette. La norme, ce n'est pas une règle, la norme, c'est généralement 2 tiers de la compagnie financée par de la dette, 1 tiers par des fonds propres. Pourquoi? La dette coûte moins cher que des fonds propres et la dette, elle est déductible d'impôt. Donc, si tu rachètes des actions, qu'est-ce qui arrive? C'est que les profits vont être réduits de la charge d'intérêt, mais ils vont être, qu'est-ce qui reste va être partagé sur une assiette de moins d'actionnaires. Donc, il y a moins d'actionnaires qui se partagent plus de profits individuellement. Alors, il y a une légère baisse des profits, mais il y a une plus grosse baisse des actionnaires ordinaires. Donc, le earnings per share, bénéfice par action, va augmenter. Par contre, durant une crise économique ou une récession, qu'est-ce qui arrive? C'est que le EBIT va être réduit, les ventes vont être réduites et en conséquence, la compagnie qui est endettée va avoir plus de risques que la compagnie qui n'est pas endettée. Supposons qu'on est dans une récession. Et au lieu d'avoir un bénéfice avant intérêt et impôt de 200 000, on est dans une mauvaise année, 2025, 2024, c'était une bonne année, 2025, c'est une mauvaise année. Les deux compagnies vont avoir un EBIT de 50 000. Encore une fois, les deux compagnies sont taxées du 40%. Quel est l'effet de la dette sur les deux compagnies? Alors, tantôt, la compagnie A faisait du 12%, la compagnie B, les actionnaires faisaient du 16%. On va voir qu'est-ce qui arrive maintenant. Alors, l'entreprise A est encore 100% financée par du capital action. L'entreprise B, 40% dette, 60% capital action. On va regarder maintenant le bénéfice net et le rendement des fonds propres des deux compagnies. Donc, le EBIT des deux compagnies est de 50 000 maintenant. La compagnie A, zéro dette, zéro intérêt. Compagnie B, 400 000 de dette à du 10%, 40 000 en intérêt. Elle vient gober 80% de son EBIT. Alors, la compagnie A, elle a un bénéfice imposable de 50 000. La compagnie B, elle a 10 000 en bénéfice imposable. La compagnie A et B payent du 40%. Donc, 40% de 50 000, c'est 20. 40% de 10 000, c'est 4.
Donc, la compagnie A a fait 30 000 de bénéfices nets et la compagnie B fait 6 000 de bénéfices nets. Encore une fois, la compagnie A va toujours faire plus de bénéfices nets que la compagnie B. Pourquoi? Elle a une charge de moins, la charge d'intérêt. Donc, ici, par contre, on va partager 30 000 sur 1 million en capital action. Donc, tantôt, elle faisait du 12 %. Maintenant, elle fait du 3 %. Et la compagnie B, par contre, elle a 6 000 qui est partagé sur 600 000 de capital action. Pourquoi? 40 % de la compagnie est financée par de la dette. Alors, la dette, elle gobe 40 000, mais c'est déductible d'impôt. Donc, le 6 000 qui reste est partagé sur 6 000 de capital action, c'est du 1 %. Alors, dans le cas d'une récession, la compagnie A, elle est mieux placée pour gober des pertes que la compagnie B. Mais durant un boom économique, la compagnie B, elle est bien plus positionnée pour faire des profits par action. Les actionnaires auraient probablement tendance à préférer la compagnie B. Donc, quelques ajustements qu'on va faire aux actifs, aux passifs et aux capitaux propres. Donc, au passif, alors, si jamais on a une compagnie, un bon exemple, c'est GM qui possède 40 % de Goodyear. Et GM, tous ces chars ont des pneus Goodyear. Mais par contre, vu que c'est un gros client de Goodyear, le 60 la compagnie Goodyear, GM elle a une influence notable sur la compagnie Goodyear. Et donc, dans les états financiers de GM, alors j'ai les états financiers de GM. Alors, si je regarde les états financiers de GM de 2011, il va y avoir une ligne qui s'appelle une ligne Goodwill qui est dans le bilan et tu as une ligne Minority Interest. Alors, le Minority Interest, c'est le 60 % de Goodyear qu'elle ne possède pas. Alors, tous les actifs de Goodyear sont dans les états financiers de GM. Tous les passifs de Goodyear sont dans les états financiers, mais dans les capitaux propres, il y a le 60 % qui est pas dedans. Donc, on doit mettre ce 60 % là, et des fois, c'est listé comme un passif, des fois, c'est listé comme un fonds propre. Donc, ça dépend. Vous allez voir ça dans le cours SCO 4240. C'est là où vous regardez le goodwill puis le minority interest. Alors, ça, par contre, est-ce qu'on traite ça comme de la dette ou on traite ça comme des capitaux propres? Parce que c'est des actionnaires, mais ce n'est pas les actionnaires de la compagnie. Alors, les actionnaires minoritaires des filiales consolidées, ça, c'est le minority interest. Ça, c'est aussi, vu que tous les actifs sont dans les états financiers de GM, qu'est-ce qui va arriver aussi, c'est que dans l'état des résultats, dans l'état des résultats, tu vas voir tout le bénéfice net, mais on doit faire une ligne où est-ce qu'on enlève le 60 % des actionnaires qu'elle ne possède pas, le minority interest. Alors, c'est la part des filiales non consolidées. Le 60 %, il y a une partie, le 60 % de Goodyear représente 97 millions. Donc, on doit l'enlever des états financiers de GM. Mais par contre, dans les ventes ici et dans les coûts des ventes, c'est les coûts de GM et de Goodyear pour les ventes et pour les produits et pour les charges. Alors, ils sont consolidés. Donc, on doit faire certains ajustements. Alors, une partie du bénéfice net appartient à des actionnaires qui ne sont pas des actionnaires de Goodyear. C'est le 60 % des actionnaires 60 % des actionnaires de Goodyear qui ne sont pas le 40 % de GM. Dans le bilan aussi, on va généralement le traiter comme de la dette. On pourrait le traiter comme des capitaux propres. C'est traité comme de la dette malgré le fait que c'est une dette qui ne va jamais être remboursée. Aussi, autre provision que vous allez voir dans d'autres cours, alors le cours 3240 et 4240 et 5240, vous allez avoir, si jamais vous vous faites poursuivre. Alors, si vous faites poursuivre, vous pouvez dire, il y a une chance sur 100 que je dois payer 1 million, donc je vais mettre un passif de 10 000 1 % de 1 million. Mais les compagnies n'aiment pas faire ça. Pourquoi? Parce que si tu mets 10 000 de passif, ben, celui qui est en train de te litiger, il va dire, ben écoute, ils sont en train d'admettre qu'ils ont fait quelque chose de coupable. C'est pour ça qu'on n'aime pas mettre ça. Alors, n'importe quel passif qui est possible, en théorie, tu devrais le capitaliser puis le mettre dans tes états financiers. Un autre exemple que vous allez voir en 5240, le SCO 5240, c'est des bails capitalisés. Je veux dire, si tu as un bail
pour 20 ans. Alors, tu as une obligation sur les 20 prochaines années. En théorie, tu devrais classifier ça comme un passif et une immobilisation. Donc, moi, j'ai un bail, j'ai un terrain et pendant 20 ans, je peux l'opérer, mais je ne suis pas propriétaire du terrain. Mais pendant 20 ans, je vais payer 1 million par année. Mais le 1 million par année, je devrais capitaliser ça, la valeur actuelle des 20 paiements, et je dire, ça, c'est un passif et c'est une immobilisation, c'est un actif. Donc, je devrais le mettre dans mes états financiers. Encore une fois, c'est plus 52,40. Et une autre chose, des preferred shares qui ont une clause de remboursement, on va traiter ça comme de la dette. Vous allez voir ça en 32,40. On traite ça comme de la dette malgré le fait que c'est des capitaux propres. L'affaire, c'est que le dividende n'est pas déductible d'impôt, mais on va quand même traiter ça. Alors, on va reclassifier ça comme de la dette si c'est remboursable. Autre ajustement, on va voir en finance 2 une obligation convertible, c'est-à-dire c'est une obligation qui pourrait être convertie en action. Imaginez que c'est l'année 1999 et vous êtes Apple et vous voulez emprunter 1 million de dollars, mais 1 million de dollars, ben, Apple n'a pas de dette. Supposons que vous êtes une compagnie à Silicon Valley, Hewlett Packard. Vous voulez emprunter 1 million, mais le taux d'intérêt, on vous donne du 9%. Vous dites à la banque, écoutez, je vais emprunter 1 million. Le prix de l'action aujourd'hui est à 10 $. Donc, 1 million à 10 $, ce serait 100 000 actions. Je vais te dire qu'à n'importe quel moment dans les 20 prochaines années, tu pourrais convertir la dette en 50 000 actions. Donc, si le prix de l'action est à 20 $, tu pourrais convertir la dette de 1 million en actions. Alors, si le prix de l'action est à 40 $, ton 1 million de dette vaudrait vraiment 2 millions. Et en conséquence, si la banque a dit oui, elle dit, écoute, je vais te prêter à du 6% au lieu du 9%. Ça, par contre, si au temps zéro, je veux dire, on va classifier ça comme des passifs. Maintenant, si jamais le prix de l'action est plus grand que 20 $, convertir l'obligation en action serait rentable. Et même si on n'a pas encore converti l'obligation, on devrait traiter ça comme des capitaux propres. Alors, si le prix de l'action est à 30 $, ton 1 million, tu vas traiter ça comme 1,5 million en capital action et tu vas reclassifier ça. Pourquoi? Même si on ne l'a pas converti, si on la convertissait aujourd'hui, on aurait 1,5 million en actions. Ben c'est ça. Alors, tout ce que je viens juste d'expliquer est là. Alors, les exercices, vous êtes maintenant capable de faire tous les exercices qui requièrent des états financiers. Alors, dans le recueil pour pour les examens finaux, vous avez deux parties. Vous avez un fichier Excel. Tout ce qui est en noir dans le fichier Excel, c'est qu'est-ce que les étudiants avaient accès et tout ce qui est en rouge, c'est les calculs. Donc, vous avez tous les états financiers remontant à 2013, à 2010 même. Alors, les états financiers de 2010 pour toutes les compagnies. Et tout ce qui est dans le document Word, c'est les questions d'examen. Qu'est-ce qui est en noir, c'est qu'est-ce qui était donné. Qu'est-ce qui est en rouge, c'était les solutions. Et encore une fois, pour la scène It's a Wonderful Life de 1946, je vous recommanderais de l'écouter. C'est une très bonne scène. Je vous dirais même, si vous voulez vraiment écouter un bon film qui va vous mettre de bonne humeur, c'est un excellent film, c'est un classique. Je vous le recommande.